Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, ici même à Nice. Alors, pour tous ceux qui sont dans les cieux du Nord et du Grand Nord, ben oui, il fait toujours beau à Nice. Il fait beau, eh bien, en termes de température, mais également le climat de l'industrie, le climat de la supply chain, l'ensemble des acteurs économiques, eh bien, sont rassemblés sur un salon qui, on en sent déjà, eh bien, les bonnes énergies. Et donc, vous l'imaginez bien, comme le veut la tradition, eh bien, je vais laisser la parole à notre maître de cérémonie, Michel Manago. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Je vous propose, sous un tonnerre d'applaudissements ici même, eh bien, de commencer et d'ouvrir nos travaux. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Michel Manago. Merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bien, nous voilà à cette heure que nous attendions tous. Nous étions certainement tous très impatients de retrouver cette ambiance Industria sur notre territoire. C'est un événement, bien entendu, phare, puisque après une année blanche, il nous fallait véritablement, disons, renouer avec le monde de l'économie, le monde de l'industrie, le monde des échanges, des opportunités d'affaires. Cet événement est un événement phare puisqu'il s'organise maintenant de façon plutôt régionale que territoriale sur le 06, même si le fief encore d'Industria reste la ville de Nice pour des raisons essentiellement logistiques, comme vous pouvez tous le comprendre. Eh bien, c'est un événement qui valorise les savoir-faire de nos industriels, mais aussi toutes les technologies qui tournent autour de l'industrie et qui tournent autour de notre économie et de la consommation courante. Il faut quand même le savoir. Eh bien, c'est un haut lieu aujourd'hui sur ce palais des expositions de Nice. C'est un haut lieu de visibilité pour nos industries qui favorise les opportunités d'affaires autant que les circuits courts, autant plébiscités durant notre crise sanitaire Covid. C'est un lieu qui se place également comme le socle fort et résilient de toute notre économie. Et cela a été révélé naturellement cette dernière année au moment de notre crise sanitaire, faut-il le rappeler. Mais nous, en tant qu'industriels, nous le savions déjà depuis bien longtemps, puisque depuis pratiquement 40 ans, eh bien, les industriels étoffent notre industrie, étoffent en fait notre activité et notre économie. Nous le savons tous, bien entendu. Ce n'est pas le seul département 06 à représenter l'industrie, puisque nous sommes plusieurs, mais je parlerai davantage et je ferai un focus sur le département du 06, puisque l'industrie représente malgré tout, selon un rapport, et nous pouvons le vérifier, un rapport qui date de 2019, environ 5000 entreprises à caractère industriel et technologique, ce qui représente à peu près, sur notre département des Alpes-Maritimes, à peu près 100 000 emplois. Et si on devait parler véritablement économie, c'est 25% de notre PIB qui est de l'ordre de 25 milliards à peu près. Donc, j'aimerais, pour inaugurer, disons, ce salon, à cette heure-ci, remercier quand même un certain nombre d'organisateurs et de partenaires essentiellement. Donc, Attica, co-organisateur avec la Chambre de commerce et d'industrie, représenté à mes côtés ici par Jean-Pierre Savarino, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous aimerions conjointement remercier tous les acteurs et tous les partenaires qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Et je peux vous dire qu'ils sont nombreux, puisque lors de nos réunions de comité de pilotage pour Industria, lorsque nous avons pris la décision au mois de janvier, nous étions plus de 30 personnes, partenaires tous confondus, pour prendre cette décision au mois de janvier 2021 pour en fait ouvrir aujourd'hui à 10 heures ce salon Industria pour les 2 journées qui suivent. Cette 19e édition se veut révélatrice des enjeux technologiques d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain, puisqu'il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent, nous plébiscitions dans ce même salon, dans une organisation sensiblement différente, mais l'industrie du futur. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans le futur. Donc, ce que nous parlons de futur, c'est déjà aujourd'hui et ce sera naturellement amplifié pour demain. Ces solutions technologiques qui sont aujourd'hui incontournables et qui portent l'entreprise au meilleur de ses performances et qui définissent les métiers dont elle a déjà besoin dès aujourd'hui. Et ce sont toutes ces raisons qui nous ont poussés à associer étroitement dans ce salon toutes les filières du monde industriel, les métiers, les technologies, les talents qui sont recherchés pour nos entreprises industrielles et les emplois naturellement qui s'ouvrent à nos jeunes générations dont les portes sont ouvertes aujourd'hui et demain pour qu'ils puissent naturellement être guidés sur l'ensemble des métiers que l'industrie peut leur proposer. Des emplois fiables, des emplois pérennes et des emplois qui paient la compétence.
C'est un vaste programme, vous me direz, mais bien entendu, et vous aurez raison de le dire. Ce programme qui est aujourd'hui synthétisé et sur ces 2 journées, avec plusieurs tables rondes, et des tables rondes qui sont organisées. Et là, au travers de l'organisation, nous pouvons les remercier puisque tous les thèmes d'actualité seront balayés durant ces 2 journées au travers des différentes plateformes. Naturellement, vous avez le programme sous les yeux probablement et vous verrez que les thématiques qui vont être abordées ici même sur ce plateau TV, retransmis en live, eh bien, traiteront de tous les sujets et les préoccupations que les industriels d'aujourd'hui ont pour pouvoir préparer demain. Eh bien, c'est sur ce plateau que nous verrons en fait différents experts, différents spécialistes, différentes notoriétés VIP s'exprimer au travers des différentes thématiques que nous leur proposerons avec une animation de choix. Nous souhaitons que de nombreux visiteurs, puisque nous avons des inscrits et de nombreux inscrits, plus de 1500 aujourd'hui, des visiteurs qui viendront nous rendre visite, et nous souhaitons que nombreux s'inscrivent également sur les visites guidées au travers des 3 démonstrateurs que nous présentons aujourd'hui et demain sur ce salon, et qui démontrent en fait ô combien le monde industriel a vraiment changé depuis les 30 glorieuses. Certains s'en souviennent encore probablement. Et je dirais que dans le monde de l'industrie d'aujourd'hui, il est temps d'en finir avec ces images désuètes de nos industries, de façon générale. C'est cette mémoire collective qui inquiète parfois l'entourage des jeunes étudiants, lorsqu'ils doivent choisir une orientation métier et formuler ainsi leurs vœux pour passer d'une année sur l'autre ou d'un cycle à un autre cycle. Les branches technologiques aujourd'hui, il faut le savoir, offrent aujourd'hui plus que jamais de formidables carrières, des débouchés valorisants et passionnantes et se conjuguent à la fois au féminin comme au masculin. Et vous le savez tous aujourd'hui, et nous insisterons encore pendant ces 2 journées, les métiers de l'industrie sont valorisants, mais sont aussi ouverts au monde féminin. La féminisation des métiers est essentielle aujourd'hui pour permettre aux entreprises, aux industriels de se développer avec les meilleures règles de société que nous pouvons admettre aujourd'hui, qui sont bien entendu différentes de celles que nous avons connues dans le passé. Donc, et j'en terminerai par ces quelques mots, nous attendons beaucoup de monde aujourd'hui et demain, et je ne peux que souhaiter à tous les exposants, à tous les partenaires et à tous les visiteurs 2 très très belles journées dans le monde industriel et des technologies. Merci de votre attention et de votre écoute. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Michel, Manago, merci bien pour tout ce dispositif, à votre équipe qui a mis en place ces 2 magnifiques journées. Et c'est vrai merci également à Olivier, à toute votre équipe d'avoir confié quelques-uns de ces temps forts. Et je peux vous dire qu'on va se régaler, vu la qualité, les pédigrés des intervenants. Alors, l'heure est venue du débat de présenter les grands architectes de cette journée. Ils sont autour de la table. Et pour ça, on a beaucoup de chance parce que Laurence, on la connaît. Elle couvre l'économie et les acteurs qui la font sur le territoire depuis de nombreuses années. C'est elle qui va animer les débats. Laurent, je te laisse le micro, c'est à toi et je te donne tout de suite le mien. Mesdames et messieurs, on peut l'encourager. Laurence Bottero, mesdames et messieurs. Merci Marc-Lionel. Bonjour à tous. Merci Michel pour les mots introductifs. On va essayer de rentrer un peu plus dans les détails, mais d'abord, on va faire un tour de table. Donc, Daniel Spessi, vous êtes le président de l'UIMM. Bonjour. Oui, écoutez, mesdames et messieurs, bonjour. Michel, merci pour cette 19e édition. Bon, l'UIMM, tu ne l'as pas cité tout à l'heure, fait partie également des organisateurs. J'ose quand même le souligner. Et les 220 entreprises industrielles de ce département qu'elle porte sont aujourd'hui pratiquement toutes là. Un événement qui est né il y a 19 ans, sous l'égide de Jean-Pierre Savarino qui est là. Qui avait eu cette idée à l'époque, en tant que président de la PIM, de lancer cette réunion d'industriels, qui était plutôt une relation donneur d'ordre sous-traitant. Et depuis, elle est devenue ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment une manifestation de représentativité de cette industrie qui, dans ce département, assure 30% du PIB. 30% du PIB. Cette industrie qui est devenue, au fil du temps, une industrie manufacturière, soit, mais également de recherche et développement et surtout de source de vocation pour grand nombre de jeunes. Un point capital pour nous. Et vous savez que l'UIMM restera toujours un acteur fort de cette volonté de voir nos jeunes nous rejoindre pour une simple et bonne raison. C'est que tout le monde aujourd'hui est conscient, gouvernement compris, qu'il n'y aura pas de France forte sans une industrie forte. Il n'y aura pas de département des Alpes-Maritimes fort sans une industrie recherche, développement et empreinte de son territoire forte. Vous l'incarnez, mesdames et messieurs, nous l'incarnons
Et je pense qu'avec tout le travail que fait aujourd'hui Attica et celui que nous porterons, Chambre de commerce et d'industrie, UMM et autres acteurs impliqués, nous pourrons toujours démontrer que cet acteur est un acteur indispensable et indissociable de notre département. Merci. Quelle entrée en matière. Merci Daniel Sfessi. À vos côtés, Jacques Richier. Vous êtes vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, en charge notamment de l'industrie, de l'innovation, mais pas que. Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, vous avez tout dit. J'ai tout dit. Non, bonjour. J'ai d'abord l'honneur de représenter aujourd'hui Christian Estrosi. Il se trouve que le calendrier fait qu'il y a un conseil municipal en même temps. Et donc, cet honneur me donne aussi le plaisir et la chance d'être parmi vous parce que vous avez dit que j'étais vice-président de la métropole en charge de l'économie, mais je suis issu du monde de l'entreprise. Je suis toujours dans le monde de l'entreprise et je suis heureux d'être avec des chefs d'entreprise. Merci Jacques Richier. À vos côtés, Jean-Pierre Savarino, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. C'est bien de souligner et d'industrie. Donc, c'est une chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur qui est derrière l'industrie depuis de très nombreuses années. C'est vrai qu'en tant qu'ancien président de l'API, mais un président fondateur, nous avons eu la très bonne idée, il y a plus d'une vingtaine d'années, de créer ce salon et qui perdure. C'est un signe aussi que l'industrie est vivante sur ce territoire. Et nous avons su, avec l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie dans toutes les époques, qui était indispensable pour pouvoir réussir, je dirais, cette capacité à réaliser le salon chaque année et puis toutes les actions qui sont menées, à mettre en évidence que dans ce territoire, il y a bien sûr un élément très fort qui s'appelle le tourisme, mais nous avons aussi une autre activité qui s'appelle l'industrie. Et comme l'a souligné tout à l'heure Daniel Sfessi, cette industrie, elle n'est pas dans les hauts fourneaux, elle n'est pas, je dirais, dans des représentativités un petit peu, je dirais, caricaturales, mais surtout, elle est participante en plein essor sur les activités de nouvelles technologies, d'innovation, de développement et en même temps, bien sûr, l'industriel, je dirais, d'origine. Donc, nous avons aujourd'hui, en tant que Chambre de commerce et d'industrie, un devoir et une mission, c'est d'accompagner toutes les entreprises sur ce territoire qui veulent bien se développer. Nous avons d'ailleurs, au niveau de la région, au niveau du plan relance qui a été formulé, beaucoup de possibilités et d'opportunités qui nous sont aujourd'hui proposées pour accompagner la transformation des entreprises du futur et de faire en sorte que ces entreprises industrielles qui ont une solidité à toute épreuve et une résilience qu'ils ont su démontrer pendant ces périodes dramatiques que nous avons vécues, ces périodes aussi bien, je dirais, en termes de catastrophes naturelles que de problématiques de Covid, nous avons aussi la possibilité de continuer à développer nos activités sur ce territoire. Et la CCI sera bien sûr à vos côtés pour vous aider, vous accompagner et pour faire en sorte que ces entreprises qui ont tant de volonté et tant de capacité à faire puissent perdurer pour l'avenir. Merci en tout cas. Merci. On ne présente plus Michel Manago, mais je vais vous présenter mon voisin de droite. Donc, vous représentez une grosse entreprise. Oui, je représente le groupe Thales. Oui. Donc, j'ai la Vous chance êtes le directeur de du site de Thales VMS à Sophia Antipolis. Mais Thales, globalement, c'est principalement le spatial et le sous-marin sur les Alpes-Maritimes, donc à peu près 3000 personnes. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un domaine de haute technologie et qu'on attire à peu près chaque année 100 nouveaux jeunes, des jeunes embauchés, et qu'on est à la pointe de la recherche. Et donc, c'est des métiers passionnants. Et je vous incite à venir nous rejoindre pour les jeunes étudiants. Merci à tous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. J'entendais quelques chiffres, Michel Manago, Daniel Sfessi, 30% du PIB. L'industrie azuréenne, aujourd'hui, elle se porte comment? Comment se porte l'industrie azuréenne? Elle est en forme, pas en forme? Oui, allez-y. Président de l'UMM, allez-y. Je vais juste parler par rapport aux bases qu'on a sur l'UMM, mais également sur la vision qui est la mienne en tant que vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie en charge de l'industrie. On a une industrie azuréenne qui somme toute, a passé la crise du Covid de manière exemplaire. Grand nombre d'entreprises n'ont pas fermé, ont mis en place des moyens vraiment sanitaires très, très puissants et très forts, en suivant vraiment à la lettre ce que donc, la haute autorité sanitaire nous imposait. Et d'ailleurs, j'en ai pour preuve la DGFiP, M. Bréchard, qui me disait « Heureusement que l'industrie a été là parce qu'on a continué à encaisser de la TVA ». C'est un signe, hein, quand le fisc vous dit qu'il encaisse de la TVA, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc, cette industrie, donc, on va dire, elle a passé cette période de manière un petit peu compliquée. Et puis après, il y a eu ce fameux plan France Relance.
On va y venir après, si vous voulez. Mesdames et messieurs, eh bien, on va en parler. Vous êtes devenus des acteurs indispensables maintenant et indissociables à ce plan. Michel Manago, même constat? Même constat, en effet, avec quelques observations néanmoins. Il est vrai que l'industrie azuréenne se porte plutôt bien, même en pleine phase de crise, puisque certains même m'ont rapporté qu'ils s'étonnaient des mesures de l'État, notamment celles qui poussaient au télétravail, pourquoi pas au chômage partiel, alors qu'en fait, dès le mois de mai 2020, donc il y a quand même plus d'un an de cela, ouais, un bon nombre d'entreprises avaient mis des dispositions en place, donc des mesures en place justement de distanciation au niveau des chaînes de production pour qu'ils puissent continuer à tourner quasiment à 100%. Donc certaines se posaient la question, mais pourquoi insister autant sur le télétravail et le chômage partiel alors que nous avons déjà mis en place toutes les mesures nécessaires pour pouvoir continuer à travailler à 100%. Donc elles se portent vraiment bien. Aujourd'hui, il y a quand même un souci majeur, c'est regonfler le carnet de commandes et naturellement un qui est encore bien plus important, je dirais, parce que le carnet de commandes, il faut livrer. Et là, c'est la chaîne des approvisionnements qui est aujourd'hui un peu cassée. Donc là, si on arrivait à trouver des solutions, et notamment, on vient dans la décarbonation, on vient dans l'autonomie en fait de l'industrie française véritablement sur notre territoire, plutôt que d'envoyer en fait nos fabrications très très loin. Très loin, ouais, très loin. Jacques Richier, quand on parle de la Côte d'Azur, pour faire global, mais même de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on voit très peu ce territoire comme un territoire industriel. Quand on est en charge de l'économie et puis aussi de l'attractivité et de l'industrie, comment est-ce qu'on porte l'image industrielle d'un territoire qui est beaucoup mieux connu pour le tourisme, comme le disait Jean-Pierre Savarino tout à l'heure? Oui, je pense que d'abord, il faut rappeler que sur ce mandat, c'est une des priorités du maire et du président de la métropole, l'industrie. Vous l'avez dit, et en fait, il faut repartir de ce que c'est que cette industrie. D'abord, elle est méconnue, mais on a des chiffres. Quand vous représentez 25 ou 30% alors, du PIB, il faut considérer qu'il y a un manque de reconnaissance. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui aussi. Quand vous avez à peu près 50% de l'économie qui représente sur le tourisme, représenté par le tourisme, c'est une force. Et nous, ce qu'on veut, c'est rajouter des forces à des forces. Et l'industrie, avec le poids qu'elle représente aujourd'hui, est une force. Mais comment on fait en sorte, avec notre aide, avec l'aide de tous les acteurs qui sont ici, pour démontrer que ce territoire n'est pas qu'un territoire attractif en termes de tourisme, mais attractif en termes d'industrie, de technologie. Vous avez des représentants de différentes sociétés ici, qui sont très indicatifs de ce qu'est l'industrie dans sa diversité. Et donc, l'attractivité du territoire, c'est aussi celle de ces entreprises. Et donc, mettre en avant ces entreprises, ce que fait aussi ce salon, ça contribue à faire mieux reconnaître ce qu'est notre territoire. Je pense aussi qu'il faut prendre plus prendre la parole au niveau national également, mettre en valeur les entreprises de ce territoire au niveau national pour justement, encore une fois, faire que cette industrie qui est une force soit reconnue comme telle au niveau national. Après, je peux rester longtemps sur le sujet. Hein, mais non. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce que l'on souhaite, c'est accompagner. D'abord, on a la chance, sur ce territoire, de travailler en collaboration et en mode coopératif avec tous les acteurs importants, que ce soit les acteurs qui sont présents ici, Chambre de commerce, UIMM, Université Côte d'Azur, tous ces acteurs, on collabore. On a une collaboration de long terme, ce n'est pas quelque chose qui est récent. Et donc, c'est une force pour pouvoir avancer ensemble. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on fasse, et vous l'avez évoqué un petit peu, avec ce que j'appellerais les contraintes. Il y a deux contraintes que je voudrais évoquer. La première contrainte, elle n'est pas spécifique au territoire. La première contrainte, c'est que l'industrie est une industrie aujourd'hui verte, durable. De manière générale, ce territoire s'inscrit parce qu'il a cette particularité, parce que c'est un choix politique. C'est une dimension du discours de Christian Estrosi et de son choix politique. Nous sommes un territoire qui a une préoccupation environnementale majeure. Or, l'industrie, c'est elle qui fait changer. Ce sont les entreprises qui font changer le monde. Ce sont les industries qui, par leur transformation, par les produits qu'ils vont apporter, vont contribuer à cette transformation écologique que tout le monde souhaite. La deuxième contrainte, elle est totalement locale, par contre, c'est le foncier. Oui. Et là, ça veut dire qu'on doit aussi avoir un raisonnement sur la façon dont on travaille, quel type d'industrie, comment on gère notre foncier, quelle est la valeur créée par mètre carré de foncier et
La dernière, alors qui n'est pas une contrainte, mais qui s'inscrit dans la logique, parce qu'il faut une cohérence territoriale. Vous avez dit c'est un territoire attractif, c'est un territoire connu pour son tourisme, c'est un territoire connu aussi pour sa capacité d'innovation. Et donc là, on rejoint ce qui a été dit. On est dans ce qu'on appelle parfois l'industrie 4.0. Et donc nous, ce qu'on veut soutenir au niveau de la métropole, c'est cette industrie 4.0 qui a une conscience écologique forte. Et c'est notre contribution, elle doit être là. Accompagner les entreprises, les aider. On parlera du plan de relance. J'ai vu des entreprises qui ont été soutenues avec les équipes qui sont là, présentes aujourd'hui, pour obtenir des fonds dans le cadre du plan de relance. C'est ça notre rôle, c'est de les accompagner. On pourra également évoquer tout ce qui est fait au niveau du foncier, également, sur comment demain, on a un appel à projet là, qui est justement, il y aura des prix qui seront remis, je crois, tout à l'heure, qui s'inscrit aussi dans cette démarche. La métropole veut accompagner les industries innovantes, les projets innovants, leur donner une chance. Donc, je crois que cette table que vous avez ici, elle est démonstratrice aussi d'une volonté d'un territoire, de tous les acteurs de ce territoire, de montrer ce qu'est la force de notre industrie au niveau national également. Merci. On va venir au plan de relance. Effectivement, vous l'avez tous évoqué. Il y a un plan de relance qui a vraiment été dédié à l'industrie. Comment est-ce que les entreprises s'en sont emparées? Michel Manago, puis après, j'aimerais avoir le témoignage d'une entreprise qui va nous parler peut-être de ce que le plan de relance aurait pu apporter. Michel Manago, d'abord, globalement, le plan de relance, bien compris par les entreprises, elles y sont allées vraiment ou elles hésitent encore à y aller? Bien compris, je ne le sais pas. Par contre, le plan de relance a été largement, là encore, plébiscité. Donc, il y a eu énormément de communication sur le plan de relance. Il faut savoir que l'État, quand même, a concédé 100 milliards d'euros pour ce plan de relance sur à peu près 3 ans. Et aujourd'hui, 1 an après, précisément date à date, eh bien, ce budget-là a déjà été fléché à plus de 50%. Donc, ce qui signifie que les entreprises s'y sont totalement accrochées au travers d'appels à projets, au travers je dirais, de dispositifs, disons, de financement, soit pour la modernisation des entreprises ou pour la relocalisation des entreprises, la dématérialisation dans son ensemble et la partie qui est le process en fait de chacune des entreprises qui doit être naturellement mis au goût du jour. Donc, ce sont des projets, enfin, ce sont des dispositifs qui sont mis en œuvre par les différents acteurs pour pouvoir, disons, accompagner les entreprises. Par contre, là où, même s'il y a eu une grosse communication sur le sujet, peu d'entreprises, comparativement à la masse colossale d'entreprises, hein, donc ça se chiffre en millions d'entreprises en France, et sur notre territoire, c'est plusieurs centaines de milliers, malgré tout, eh bien, il y a peu d'entreprises encore qui bénéficient du plan de relance. Donc, il faut y aller. Monsieur Alfieri, comment est-ce que vous avez géré en tant que directeur du site à la fois la crise et la relance? On parle beaucoup de réindustrialisation. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut souhaiter sur le territoire ici? Oui, c'est effectivement des thèmes qui sont importants. Alors, dans le domaine spatial et sous-marin, je vous avoue que la crise Covid ne nous a pas beaucoup affecté dans le sens où nos marchés, on les a eus et on a eu un carnet de commandes qui est vraiment important. Par contre, on va être, comme tout le monde, devant le problème de la supply chain, de l'approvisionnement des matières premières. Et là, le problème existe. Le plan de relance, il est très important. Et effectivement, je pense que là, plutôt, c'est les TPE, les PME qui n'ont pas eu assez accès à ce type de plan de relance. C'est fondamental parce qu'en fait, il faut à la fois que dans le même territoire, on ait cette conjonction de différentes tailles d'entreprise, donc de la très grande à la très petite. Et sur un autre point, donc, je dirais, de relocalisation des circuits d'approvisionnement, parce que c'est de ça dont on parle aussi, la décarbonation, elle va nous aider à aller vers ça. Alors, nous, grandes entreprises, on est souvent à l'export. Je prends l'exemple de Thales sur Sofia, on est à plus de 50% à l'export. Donc, on a des contraintes de localisation, de fabrication sur des pays étrangers, mais il n'empêche que le restant, il existe et qu'on réapprend tout doucement à mieux utiliser les circuits locaux. Jean-Pierre Savarino, quand on est à la Chambre de commerce et d'industrie, les dossiers de relocalisation, ça passe aussi par vous. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour, un peu dans le sens de ce que disait Jacques Richier tout à l'heure, contribuer à l'attractivité du territoire? Ce qui est très important au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, il faut considérer la Chambre de commerce et d'industrie comme un outil indispensable. Quand j'entends M. Alfieri qui dit les PME ne y vont pas forcément, est-ce que vous avez un rôle à jouer là-dedans? Oui, on sensibilise à ce domaine-là parce qu'on se rend compte que finalement, dans les choix qui sont faits, il y a beaucoup de grandes entreprises qui bénéficient de cette démarche.
Et il a manqué certainement au niveau des critères un accompagnement des PME, c'est-à-dire que dans certains autres plans, on avait une obligation d'avoir une proportion de PME. Et dans le plan de relance, à l'origine, ce n'était pas le cas. Et on a demandé justement des modifications et des adaptations là-dessus, parce qu'autrement, on se rend compte qu'il n'y a que les grandes entreprises qui peuvent finalement se présenter et n'ont pas obligation à être accompagnées de petites et moyennes entreprises. Et on sait très bien que le tissu local et aussi bien le tissu en France est composé essentiellement de petites entreprises et de moyennes entreprises. Donc, il ne faut pas non plus oublier l'essentiel de l'activité économique. Et c'est pour ça qu'on a demandé quand même des aménagements par rapport à ça, parce qu'on a, nous, la Chambre, la capacité à aider à réaliser les dossiers, à accompagner, à faire les présentations. Mais quand on est dans le choix final et que le choix final ne se fait pas chez nous, je dirais, les critères qui sont sortis ne sont pas souvent en concordance avec ce que l'on pense. Et c'est pour ça qu'on a considéré que, vu un certain nombre de résultats, il nous a semblé opportun de sensibiliser l'État et les organismes qui ont, je dirais, la lourde tâche de faire la sélection, de faire en sorte que les TPE et PME ne soient pas oubliés dans cette démarche. Il en pense quoi, le président de l'UIMM, du plan de relance? Alors, ce plan de relance, comme ça a été dit, on a très vite compris à l'UMM que les TPE, PME, c'est-à-dire 92% du tissu, risquaient de passer à côté. On a embauché de suite une personne pour faire de la relance. On a appelé tous nos adhérents. Avec les services de la Chambre de commerce et d'industrie, donc une cellule a été mise en place pour traiter les dossiers. Jean-Pierre Savellino vient de nous le dire. Et rapidement, on a vu quand même émerger beaucoup d'entreprises avec des projets construits. Et moi, aujourd'hui, je voudrais quand même vraiment marquer d'une pierre blanche tous les efforts qu'ont fait les petites structures pour mettre des moyens pour aller vers ce plan de relance. J'avoue, hein, dans ce département où on est plutôt catalogué justement tourisme, on a vu d'ailleurs la première découpe laser, hein, ils sont là, hein, qui a pris la première enveloppe alors qu'ils sont 8 salariés. Et ils ont revu tout leur modèle et ils font de la tôlerie, c'est-à-dire un métier dont certains ne savent même plus ce que c'est. Donc, on voit bien que les métiers, même les plus anciens, les métiers transverses, tous les chefs d'entreprise, si jeunes soient-ils, se sont inscrits dans ce plan. Et ça, je crois que c'est ça qu'il faut garder. Il faut garder cet esprit de volonté, d'envie de faire et d'être. Par contre, n'oublions pas quand même, moi je siégeais à Paris la semaine dernière, donc au bord de l'UMM national, on nous disait que l'Allemagne met une très grosse pression maintenant sur le remboursement du PGE. C'est-à-dire, ce qu'ils ne voudraient pas, les Allemands, c'est qu'on les dépasse grâce aux aides qu'on a eues et éventuellement à notre retour sur le niveau qui n'était pas le nôtre. Donc, attention maintenant à la phase 2, c'est-à-dire comment nos chefs d'entreprise, si petits soient-ils, là c'est pareil, ça marche dans les deux sens, vont faire face à ces remboursements avec un BFR qui risque d'être affecté. Et on sera là et on les soutiendra parce que c'est notre rôle. Depuis tout à l'heure, je vous entends beaucoup parler d'industrie verte, de numérique, d'industrie 4.0. L'innovation, l'industrie 4.0, ça veut dire quoi dans l'industrie aujourd'hui? C'est un passage obligé? Comment et avec quels moyens? On est en pleine relance. Est-ce que ça peut aussi aider à aller vers de l'innovation quand les petites entreprises n'y vont pas forcément? Michel Manago, peut-être d'abord, et puis M. Savarino après. De façon générale, plus l'entreprise est petite, plus l'innovation est un levier de développement. Dans tous les cas de figure, mais ça marche aussi pour les grandes. À souligner et à mettre en… Mais par contre, le facteur essentiel en fait de développement pour une petite entreprise, c'est l'innovation dans tous les cas. L'industrie du futur, qui sont en fait la mise en œuvre des technologies, disons, accompagne les innovations bien entendu, mais ça n'est pas forcément directement lié. En revanche, les technologies qui sont issues de l'innovation sont utilisées, sont employées pour optimiser les performances, les chaînes de production, les process quels qu'ils soient, et naturellement, la relation beaucoup plus intime, beaucoup plus étroite entre le fabricant et le consommateur. Donc, c'est avec toutes les technologies périphériques, et naturellement, et on peut monter jusqu'à l'IA, puisque l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle, est accessible de façon assez, je dirais, démocratisée, même pour les petits industriels. Donc, oui, une innovation est vecteur essentiel. Oui, pour l'industrie du futur, qui n'est plus du futur, qui est d'aujourd'hui d'ailleurs. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, c'est l'industrie d'aujourd'hui. Qui est nécessaire aussi, naturellement, pour s'adapter, disons, aux besoins et à la consommation d'aujourd'hui. Sur l'accompagnement des entreprises, oui, Jean-Pierre Savarino. Et après, j'aimerais avoir l'avis de Jacques Richier sur le côté innovation. Côté innovation, on doit pouvoir dire, et on peut l'affirmer aujourd'hui, que l'industrie a toujours été innovante. C'est dans ses gènes. Et aujourd'hui, un industriel qui n'est pas innovant, je dirais, il est voué à disparaître.
Donc, ce n'est pas nouveau. Ça fait 40 ans que ça existe. Et l'évolution a été souvent, je dirais, à l'origine dans l'industrie. De nouveaux paramètres apparaissent. Vous l'avez souligné, on a le problème, je dirais, de l'industrie verte, on a des problèmes aussi en termes d'approvisionnement, on a des problèmes de numérisation à outrance dans certains sujets. Moi, j'ai confiance parce que l'industrie, c'est une industrie qui s'adapte, c'est une industrie qui est agile, c'est une industrie qui a la capacité à toujours rebondir. Et plus les entreprises sont souples, plus elles sont, je dirais, de taille humaine, plus elles peuvent aller très rapidement sur l'innovation et très rapidement dans des secteurs qu'aujourd'hui on n'appréhende pas. Un industriel, aujourd'hui, il se remet en cause tous les 3 ans et il va peut-être être obligé de se remettre en cause tous les 1 an et demi. Donc, ça ne changera pas son quotidien. Par contre, ça va accélérer un certain nombre de méthodologies à l'intérieur de ces sociétés. Mais ces sociétés-là, elles sont habituées. Elles sont sur un marché difficile, elles sont sur un marché concurrentiel. Elles sont sur un marché qui demande et qui nécessite des experts, qui nécessite des ingénieurs, des techniciens, qui sont toujours en train de se poser la question comment on peut faire différemment et comment on peut mieux faire. Donc, pour moi, je ne vais pas dire que c'est la routine, mais je vais dire qu'on est dans une démarche naturelle au niveau industrie de se renouveler avec des paramètres, c'est vrai, nouveaux et peut-être un peu plus contraignants pour certains, mais on les franchira comme on a franchi les autres. Je voulais avoir l'avis de Jacques Richier parce que vous connaissez bien les startups pour avoir été avec un incubateur qui est sur le territoire hein, et il y a des startups. Quand j'écoute Jean-Pierre Savarino, mais aussi ce qu'il dit depuis tout à l'heure, finalement, il y a aussi l'attrait de nouveaux talents, peut-être avec des nouveaux profils qui ne regardaient pas forcément l'industrie avec appétence, parce que justement, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies amènent aussi un renouveau en termes d'emploi. Le regard que vous avez d'avoir dirigé un incubateur, c'est lequel? Non, mais alors ça va vous surprendre, mais j'ai commencé dans l'industrie, moi. Donc, je sais. J'ai commencé dans une industrie qui était en perdition, puisque c'était la serrurerie. Et je vais rebondir sur ce que vous avez appelé l'industrie désuète, parce qu'effectivement, moi, le souvenir que j'en ai, c'est l'huile de lubrification. Si vous voulez, quand je rentrais, je sentais ça. Hein. Et aujourd'hui, quand je vais visiter, et après, je suis rentré dans l'assurance, c'était la moquette. Donc, vous savez, ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses se sont inversées totalement. Quand vous visitez sur nos territoires, quand vous visitez des entreprises de toute taille, ça n'a rien à voir. L'industrie aujourd'hui, elle est très techno. Les technos tournent vite. Donc, l'innovation, elle est par nature créée par le fait qu'il y a un challenge technologique qui est permanent. La deuxième chose, c'est que vous avez une poussée, je dirais, sociétale sur la question environnementale du réchauffement climatique qui force aussi les industries à en tenir compte dans leurs sources d'approvisionnement énergétique, dans la façon dont ils conçoivent les produits, la capacité de ces produits à aider leurs clients également à réduire leur empreinte carbone. Donc, on voit que tous, je dirais, on a une innovation qui est naturellement portée à la fois par une demande de société et par une évolution des technologies très rapide. Aujourd'hui, l'industrie, pour moi, c'est très techno et c'est propre. Et ça engage, c'est sociétal. Et ça contribue à la transformation de la société dans laquelle nous sommes. Alors, effectivement, il y a des boosters. Les boosters, ça s'appelle des startups. Et c'est bien d'avoir un écosystème de startups, d'avoir une French Tech sur le territoire. C'est bien d'avoir des accélérateurs parce que ce sont aussi des incitateurs à se transformer. Vous rencontrez ces petites entreprises, ça peut vous donner des idées. Vous pouvez avoir des partenariats sur un bout de chaîne de valeur. Voilà. Nous, en fait, ce territoire, c'est un territoire qui a quand même une image d'innovation parce qu'on avait eu, souvenez-vous, ce label de Smart City. Cette ville intelligente qui aujourd'hui est une ville intelligente durable. C'est ça que l'on veut bâtir. Une ville intelligente, donc aujourd'hui, parce qu'elle s'approprie les données, on a la chance d'avoir un des 3 IA en France, donc c'est quand même remarquable. Donc profitons de ce que nous avons comme force. Nos forces, c'est l'Université Côte d'Azur, le tissu industriel, le fait que l'image de la métropole soit une image assez moderne en termes d'innovation, qu'on ait un tissu de start-up qui est significatif, qu'on ait une volonté d'accompagnement. La preuve, nous, on lance des appels à projets sur un certain nombre de domaines. Que, par exemple, je parlais du foncier sur Nice Méridia. Aujourd'hui, on fasse un terme techno, des mix programmatiques. Bon, ça veut dire que dans ces immeubles demain, on veut avoir, et d'ailleurs, c'est en cours,
On veut avoir des capacités, avoir des labos de recherche, des salles blanches. Voilà. Donc, nous, on va apporter de l'infrastructure pour qu'il n'y ait pas ce frein dit du mètre carré, qu'on ait capacité à amener des mètres carrés intelligents pour justement accompagner les entreprises. Moi, alors pour le coup, j'encourage, j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui étaient invités ici, à vraiment regarder l'industrie comme quelque chose de très moderne, très avant-gardiste et qui peut changer la société. Si vous voulez changer le monde, rentrez dans l'industrie. C'est joli. Ah ben, et les industriels applaudissent, donc c'est vrai ça? Oui, attendez, faut rentrer dans sinon j'ai l'industrie. tendance à ne pas regarder le public, c'est pas bien. Moi, je dirais tout simplement l'innovation, elle est dans l'ADN de l'industrie, en fait. On peut pas continuer à exister si on n'innove pas. Alors, fondamentalement, là, dans les années qui viennent, il y a 3 axes. Le premier, c'est l'axe classique. On va continuer à développer, à créer, à développer de nouveaux produits. Donc, il faut être compétitif, il faut attaquer les marchés. Le deuxième axe, c'est autour du vert, comment on continue à décarboner. Et pour ça, il faut qu'on arrive à intégrer tous ces nouveaux processus dans nos façons de penser, nos façons d'imaginer des nouveaux produits, de les développer. Et le troisième axe, c'est l'axe des processus, tout ce qui est autour de la digitalisation, de la robotisation. Alors attention, avec la sécurité qu'il faut c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est autour de la cybersécurité, parce que de plus en plus, les attaques technologiques malveillantes peuvent exister. Bref, alors je suis de formation ingénieur, donc effectivement, l'optimisation, je l'ai dans les tripes. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut, pour réussir tout ça, effectivement, un tissu complet entre des gens qui vont vraiment explorer dans les startups et dans les universités des nouveaux concepts, des entreprises de taille moyenne qui vont prototyper, et puis après des entreprises derrière qui vont fabriquer, développer, qui vont conquérir de nouveaux marchés. Voilà, l'appel est lancé. Peut-être dernière question, messieurs. La féminisation de l'industrie, ça vous inspire quoi? Alors, Michel Manago a dit qu'il fallait y aller. Alors, on y va comment? Ouais, déjà, autour de la table, je remarque qu'on n'est pas forcément… Déjà. La question, et pourtant, il y a des femmes. La question nous fait mal parce qu'il n'y a qu'une seule femme autour de la table. Et je ne suis pas industrielle. C'est dommage. Alors, sur la féminisation, il y a 2 approches. Il y a l'approche du genre qu'on ne supporte plus. Il faut des femmes. Et puis, il y a l'approche de fait, c'est-à-dire ce qu'amènent les femmes dans notre monde industriel. On a travaillé pendant pas mal d'années à les voir revenir dans nos équipes, c'est-à-dire sur des postes d'opérateurs, d'ingénieurs, en fait, vraiment dans le fonctionnement. Nous, on est passé à l'UMM à un stade supérieur. On s'est dit, que pourrions-nous faire, nous, à l'UMM, pour amener les femmes à manager des équipes, c'est-à-dire au top niveau, à prendre les rênes des entreprises. Alors, l'idée ne nous est pas venue comme ça. Elle nous est venue parce qu'au niveau de notre board, c'est-à-dire notre conseil d'administration à l'UMM, nous sommes pratiquement à la parité. Et ce qui n'était jamais arrivé à l'UMM dans le 06, d'ailleurs, de partout. On a été remarqué au national. Nous avons un grand nombre de femmes aujourd'hui qui sont autour de la table pour prendre les décisions pour notre syndicat. Et cette approche-là nous a poussé à aller plus loin. Nous avons créé donc un programme de formation, dirons-nous, à la féminisation de l'entreprise, à sa prise de position dans le monde actuel. Parce que c'est vrai que certains planchers de verre existent toujours. Une femme, disait-on, sera toujours une maman, sera toujours une mère de famille. Mais ce sont des vieux arguments, ça. Non, mais ça, c'est quelque chose qui est à vivre. Mais par contre, comment fait-on pour que ces arguments-là ne soient pas les arguments qui fassent qu'elle se détourne de ces fonctions qui, pour nous paraissent d'évidence? Je vous dis simplement une anecdote. Depuis qu'à l'UMM, on a les femmes qui sont rentrées, dirons-nous, au board, les décisions que nous prenions et qui duraient en finalité quelques semaines, voire quelques mois, dès lors qu'on a décidé de terminer tel jour, elles se terminent le jour prévu. Et ça, croyez-moi, en termes d'efficacité, ça se remarque. Jacques Richier, peut-être, et puis Michel Manago. Oui, alors, c'est un sujet qui est majeur. Bon, moi, je l'ai connu dans un autre secteur. On a pratiqué différemment, mais je pense que chaque pratique… Nous, on a fait, pour utiliser un mot américain, l'affirmative action, c'est-à-dire qu'on avait des… C'est comme pour d'autres sujets, c'est-à-dire en 2022, en 2023, voilà, combien de femmes dirigeantes. Bon, moi, je pense qu'il faut donner le goût des métiers techniques aux femmes qui sont en général meilleures au lycée dans les parties scientifiques, maths et physique, mais qui ne se lancent pas dans les carrières d'ingénieurs. Il y a toujours un taux dans les écoles d'ingénieurs de féminisation qui est trop faible. Et donc, je pense que le but de Chambre de commerce, de tous les acteurs, c'est d'aller à la rencontre des jeunes filles qui sont étudiantes, qui sont bonnes élèves, et leur expliquer que l'industrie, c'est fait aussi pour elles. C'est vraiment fait pour elles.
parce que, encore une fois, quand on est en train de parler d'une industrie qui transforme le monde, à partir de ce moment-là, elles sont des éléments contributeurs majeurs. Et je pense que c'est la mise en avant de ce qu'est la force de transformation de l'industrie qui fera que vous aurez des jeunes filles qui décideront de faire des études scientifiques, des études poussées vers la technologie. On commence à le voir quand même. On commence à le voir sur tout ce qui est dit nouvelle économie numérique, où il y a de plus en plus de femmes qui sont venues autour de la data et de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il faut profiter de ce mouvement. On a la chance maintenant d'avoir un certain nombre de formations, puisque ça a été une des premières actions qui ont été faites au niveau de la métropole, faire venir des écoles d'ingénieurs, faire venir des écoles de développeurs. Donc, vous savez que le Central s'installe à Nice, que le CNAM s'installe, qu'on a Saint-Plon, qu'on a l'école 42, le wagon. Il faut profiter de ces moments-là pour mettre en avant les spécificités, l'intérêt pour tous les jeunes aujourd'hui de travailler dans l'industrie. Il faut aussi quelques leaders d'opinion. Il n'y a que des femmes exemplaires qui peuvent raconter cette histoire-là et il faut en faire venir. Moi, je suis déçu parce qu'aucune de mes filles n'a voulu aller dans ce métier. Et pourtant, j'ai tout fait pour. C'est pas fini, voilà, on ne sait jamais. À l'époque, le bonheur, c'était les écoles de commerce. Mais voilà, je pense qu'on a en plus des éléments sur ce territoire d'attractivité, c'est-à-dire de bien-être et de façon de vivre, qui sont aussi à prendre en considération pour venir travailler dans les entreprises industrielles de ce territoire. Michel Manago et Jean-Pierre Savarino, avant de vous donner la parole, chez Thales, est-ce que la féminisation, c'est, comme le disait Jacques Richier, avec des paliers à atteindre, ou est-ce que c'est, oui, alors y a d'autres actions? Chez Thales, et d'ailleurs c'est à peu près pareil dans toutes les grandes industries électroniques, aéronautiques, on est plutôt vers 20% d'éléments féminins. Donc ça veut dire que déjà il y a un problème d'attractivité au niveau de la sortie des études, comme ça vient d'être dit. Après, il faut regarder déjà avec ce quotient-là, 20%, est-ce qu'on a 20% représentés dans les comités de direction? Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, on a eu un ensemble d'actions pour augmenter. Mais il a fallu le bâton quand même pour qu'il y ait des femmes dans des postes de Il a fallu représentation. prendre des actions de compréhension pourquoi elles n'étaient pas là et puis après communiquer là-dessus. Et une des activités, une des initiatives assez intéressantes qui se déroule en ce moment sur Sophia et qui très certainement doit être la même sur d'autres bassins d'emploi, c'est qu'on a demandé aux femmes ingénieurs cadres de se déplacer dans les universités, dans les centres de formation, dans les grandes écoles qui sont présentes pour se présenter et expliquer leur métier. Et ainsi faire un petit peu, je dirais, participer et adhérer à les coulisses, finalement, montrer comment ça se passe dans la vraie vie. Exactement, dire qu'il y a des choses très intéressantes pour les femmes également dans l'industrie. Jean-Pierre Savarino, puis on laissera le mot de la fin à Michel Manago. Oui, alors concernant la féminisation, moi je suis assez serein sur les deux aspects, aussi du point de vue professionnel que Chambre de commerce et d'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie a une majorité de femmes. Au niveau d'effectifs, sur 450 femmes, on a une majorité de personnel féminin et dans tous les strates de l'entreprise, y compris dans des postes de direction. C'est un peu nouveau, mais cette mandature a permis de le faire et c'est un plus. Concernant mon entreprise, je raconterai juste une anecdote. En 96, donc ça remonte à quand même à quelques années, ça ne me rajeunit pas non plus. Ma responsable de service recherche et développement était une ingénieure femme. Alors c'est vrai qu'elle n'était pas, je dirais, très nombreuse, mais une des rares qui a dû passer, je dirais, dans son domaine et qui a pu exercer cette fonction. Je l'avais pu l'embaucher dans cette entreprise et elle y restait pas mal d'années. Et ça démontre aussi que le féminin masculin, c'est désuet, quoi. Je dirais, c'est pas le but. La problématique, c'est que ces filières intéressent le personnel féminin, que les formations puissent être adaptées aussi à ce niveau-là et que les activités dans l'entreprise puissent permettre aussi un épanouissement, aussi bien la femme dans son rôle de mère de famille que la femme dans son rôle de responsable. Et souvent, je dois reconnaître qu'un personnel féminin à l'intérieur d'une entreprise, ça permet de changer un certain nombre de mentalités, ça des affirmations beaucoup plus franches et directes et souvent ça apaise un peu le climat social de l'entreprise. Michel Manago, on vous laisse le mot de la fin sur la féminisation. Eh bien, avec un mot d'encouragement, parce que effectivement, vous l'avez tous compris, pour moi, la féminisation est une évidence absolue, puisqu'en fait, c'est juste un peu de bon sens dans l'équilibre de la vie moderne d'aujourd'hui. La femme a totalement sa place, comme elle a toujours eu, mais on ne le lui a pas donné forcément tout le temps. Donc aujourd'hui, il faut vivre vraiment avec les temps actuels, et la femme est le véritable équilibre parfait dans toutes les activités, qu'elles soient industrielles ou autres dans tous les cas. Alors, un point d'encouragement, c'est qu'en effet,
nous, avec Attica et tous les partenaires, nous organisons chaque année en fait ce que nous appelons des REI, ces rapprochements emploi industrie. Oui. Et là, nous voyons de plus en plus dans les différents cycles d'études, notamment les filières techniques, nous arrivons quand même à constater qu'il y a chaque année un petit peu plus de jeunes filles. Et ça, c'est très intéressant. Et j'en veux pour preuve la dernière promotion d'arts et métiers. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité, disons, à la réception de ces jeunes lauréats, une trentaine d'étudiants, acceptés du département 06, acceptés donc arts et métiers Aix en Provence. Eh bien, sur les 30 lauréats, il y avait presque la moitié, presque à égalité, 17 filles. Alors, un peu plus de la moitié de jeunes filles. Donc, c'est vraiment encourageant pour les filières techniques et les filières d'ingénieurs. Alors, nous aimerions que cette statistique soit exactement la même sur des niveaux d'études, disons, juste en dessous. Donc, Bac plus 2, par exemple, BTS ou IUT. Et pourquoi pas, disons, une orientation technique dès l'approche du bac, même au niveau des filles, des jeunes filles. Et là, ce n'est pas encore gagné. Par contre, oui, il y a encore du chemin. Parce que les parents ont une forte influence sur leurs enfants et c'est normal. Donc en fait, il faut à la fois influencer dès le plus jeune âge, mais les parents aussi. Absolument. Surtout les parents, oui. Ben voilà. Bon, je te redonne le micro. Allez, je reprends le micro pour faire applaudir évidemment nos intervenants et Laurence. Et vraiment, oui, cette chaîne des acteurs de l'industrie qui rassemble aujourd'hui, cette famille de l'industrie, que plus on la connaît, plus on l'aime, des entrepreneurs, de la technologie, vraiment tout ce qui fait l'avenir de nos professions et de notre économie. Alors, justement, dans quelques instants, donc, on va conclure le direct. On va saluer, bien évidemment, les publics qui nous suivent, les communautés francophones. J'en profite pour saluer Julien Bonnel, également le coordinateur. Donc, merci à ceux qui nous suivaient. Une petite pause et dans quelques instants, c'est la remise, c'est le moment des trophées. On va mettre à l'honneur ces acteurs qui innovent. C'est dans quelques instants. Merci encore. On peut applaudir nos intervenants et à tout de suite pour notre prochain temps fort. Merci. Laurence, on vous retrouve.